Valérie Chevassus, que nous écoutons ce matin, est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, docteur d'État en littérature germanique. Sa recherche consiste à comprendre comment l'écriture littéraire procède afin de localiser le dysfonctionnement psychique, le déplacer ou le renverser dans son contraire, afin de le transformer ou de le surmonter. En un mot, pour réaliser un dépassement créateur. Elle a écrit sur ce sujet un livre important intitulé « Le roman original de Joseph Roth » et elle nous parle ici de « La femme ». Alors le titre de cet exposé, La femme, dont on sait d'ores et déjà qu'il va s'inscrire dans une perspective lacanienne, puisqu'il a lieu aujourd'hui, journée presque exclusivement lacanienne, peut frapper à deux égards. Par sa brièveté d'abord, par son ambition ensuite. Bref, il devait l'être pour rester fidèle à une vocation essentielle du regard psychanalytique. Sans préjugés, sans présupposés, sans qualificatifs restrictifs ou ambivalents, sans fioriture ni oripeaux, il s'agit de présenter la femme ou les femmes réduites à leur plus simple expression et dans leur nudité la plus pure, pour parvenir à dire au mieux ce qu'elles sont, à s'approcher de cela qui les fait à nul autre pareil et qui, à juste titre, a tant intrigué les psychanalystes des deux sexes. Ambitieux parce que de Freud à Lacan, en passant par ceux et celles qui se sont interrogés sur l'identité, la sexualité, la jouissance, la spécificité féminine, il peut sembler presque inconscient, entre guillemets, de prétendre en si peu de temps faire le tour d'une question aussi épineuse. L'objectif de ce travail est plus restreint. Il s'agit de présenter ce que Lacan a dit des femmes. Pour reprendre le titre d'un ouvrage de Colette Solers consacré à cette même problématique, et surtout de tenter de montrer ce que sa réflexion à Lacan a de profondément original et de véritablement constructif sur ce sujet, tout en laissant l'horizon ouvert à un prolongement, un élargissement de ses conclusions. Les femmes sont fondatrices dans la psychanalyse. Le premier cas, rapporté par Freud et Breuer dans les études sur l'hystérie, est celui d'Anna O. Femme écoutée, comme la désigne Vladimir Granov dans La pensée et le féminin, c'est elle qui est à l'origine de la psychanalyse comme théorie nouvelle de la psyché et pratique thérapeutique sans précédent. Anna O, patiente de Joseph Breuer, présente des troubles d'origine hystérique, mais surtout deux états de conscience qui alternent, dont l'un va être interprété par Breuer comme un état d'auto-hypnose devant lequel Anna, en parlant, guérit les symptômes dont elle se plaint à l'état vigile. C'est elle qui va donner à la méthode cathartique de remémoration sous hypnose le nom de Talking Cure et de Chimney Sweeping. De la même façon, Frau Emmy von N, patiente de Freud, enjoindra au futur inventeur de la psychanalyse de se taire et de la laisser parler afin qu'elle puisse donner libre cours aux associations qui la traversent. « Ne bougez pas, ne dites rien, ne me touchez pas », s'écriait-elle, déterminant ainsi, sans le savoir, le futur cadre de la cure psychanalytique et convainquant l'analyste de renoncer temporairement à sa propre parole pour laisser valoir celle de la femme. Le cas Anna O fut riche d'enseignements pour la discipline psychanalytique, les erreurs de Breuer permettant à Freud d'appréhender l'absurdité du traitement prétendument asexué et de mesurer le rôle essentiel du lien au médecin. Les femmes hystériques sont pour beaucoup dans la découverte de la psychanalyse, mais cela ne revient pas à dire que la femme hystérique ait beaucoup renseigné Freud sur ce que sont les femmes ou ce que peut véritablement signifier la féminité. Lacan accentuera nettement la différence entre position féminine et position hystérique, démontrant même que ce n'est pas sur la femme que les hystériques ont instruit Freud, mais bien davantage sur la cause du désir masculin. Il serait sans doute intéressant de revenir sur le fameux rêve de la belle bouchère exposé par Freud dans l'interprétation des rêves et repris et analysé par Lacan dans le 5e chapitre de la direction de la cure, intitulé « Il faut prendre le désir à la lettre ». Au terme de cette étude, Lacan interprétera le désir féminin bien autrement que le désir hystérique et confirmera la réponse déjà en partie apportée à la célèbre question de Freud « Que veut la femme » en 1958 dans son texte « La signification du phallus ».
La femme veut jouir tandis que l'hystérique vise un plus d'être dans l'insatisfaction de la jouissance de l'autre. Cette question-là, Kay Voy, la légende raconte que Freud l'aurait posée à Marie Bonaparte, qui l'aurait ensuite rapportée à Jones. La grande question restée sans réponse et à laquelle moi-même n'ai jamais pu répondre, malgré mes 30 années d'études de l'âme féminine, est la suivante. Que veut la femme ? Cette interrogation était-elle d'ordre aussi général ? Ne concernait-elle pas l'histoire précise de Marie Bonaparte, dont Freud ne parvenait pas à comprendre le comportement ? Kay Voy aurait alors correspondu chez Freud à un aveu d'impuissance, une impossibilité de répondre que la princesse, enfermée dans son transfert, aurait généralisé et élargi à la condition féminine tout entière. De la même façon, il est souvent rapporté que Freud, à nouveau réduit à Quia, aurait déploré l'existence du continent noir de la féminité. Freud n'a jamais exactement parlé de cela, en ces termes tout du moins. Dans un texte de 1926, La question de l'analyse profane, il écrit « De la vie sexuelle de la petite fille, nous en savons moins que de celle du garçon. Nous n'avons pas à avoir honte de cette différence. La vie sexuelle de la femme adulte est bien encore pour la psychologie un dark continent. » L'expression dark continent est une allusion au titre du livre de l'explorateur Stanley, paru en 1879, à propos de l'Afrique, continent obscur et mal connu. Que ce livre ait été à l'époque considéré comme l'œuvre d'un faussaire par la Société royale de géographie tendrait à prouver que Freud signifiait aussi que la vie sexuelle de la femme n'avait fait l'objet jusqu'à présent que d'interprétations erronées. Cette fausse idée que Stanley donnait de l'Afrique était à l'image d'une cartographie féminine ignorée et mécomprise. Freud le savait, et semblait laisser entendre qu'il n'était pas en son pouvoir d'éclaircir le problème, même s'il s'était louablement efforcé de le conceptualiser. Julia Kristeva souligne dans Sens et non-sens de la révolte cette perplexité jamais abandonnée de Freud dans ses textes sur la féminité. Pourtant, nul doute qu'il ne se soit sérieusement attelé à la tâche. En 1923, dans l'organisation génitale infantile, est énoncée la thèse du primat du phallus. Je le cite, « Pour les deux sexes, un seul organe génital, le masculin, joue un rôle. Il n'existe donc pas un primat génital, mais un primat du phallus. Mais, un peu plus loin, malheureusement, nous ne pouvons décrire cet état de fait que pour l'enfant masculin. L'intelligence des processus correspondants chez la petite fille nous manque. » Cependant, Freud défriche efficacement le continent noir. D'une part, il établit le rôle fondamental du lien archaïque entre mère et fille, qu'il compare à la civilisation minoé-mycénienne longtemps oubliée parce que dissimulée par la civilisation athénienne. Et d'autre part, il insiste sur la fonction du phallus pour la femme, représentant de la fonction paternelle et de la capacité de symbolisation. Ces acquis freudiens vont servir de fondement à l'élaboration lacanienne. Lacan, toujours soucieux d'un retour à Freud, selon ses termes, va adopter dans la première phase de sa réflexion sur la femme, c'est-à-dire dans les années 58, une position clairement freudienne dans deux textes principaux. Celui que j'ai déjà cité, La signification du phallus, conférence prononcée en allemand le 9 mai 1958 à l'Institut Max Planck de Munich, et Les propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, écrit 2 ans avant le congrès international de psychanalyse de septembre 1960 à Amsterdam. Lacan, comme il le fait souvent en réalité, soutient et consolide un point fondamental de la conceptualisation freudienne pour ensuite s'en écarter, sans le réfuter totalement, mais en dégageant les failles et les insuffisances, voire en les exploitant pour y loger la singularité essentielle de sa propre théorisation. C'est dans le manque dans Freud que Lacan s'engouffre et s'épanouit, et ce rapport-là à Freud est comme à l'image de ce que Lacan va élaborer à propos de son fameux signifiant du manque dans l'autre, S de Grand Tabaret tout d'abord, et à propos de sa réflexion sur la femme conséquemment. S de Grand Tabaret rappelle que le lieu de l'autre est manquant, troué par un défaut de signifiant. Il renvoie à la question du manque en général. C'est à travers ce défaut de signifiant dans l'autre que le sujet fait l'expérience de son manque à être. Si le mathème S de Grand Tabaret apparaît au dernier étage du graphe du désir,
élaboré dans le séminaire de 58-59, Le désir et son interprétation, on le retrouve aussi dans les formules de la sexuation. S. de Grand Tabaret renvoie aussi à la problématique du phallus, au sens où le phallus peut apparaître comme se signifiant du manque dans l'autre. Et c'est précisément sur ce terrain-là, du phallocentrisme de l'inconscient, que Lacan rejoint Freud, mais qu'il le laissera choir en même temps, le dépassant dans son manque, en échafaudant une théorie du patou, patou Freud, patou phallique, manque assumé dans une conscience de patou qui trouve sa complétude ailleurs que dans une pseudo-totalité. Et par exemple, dans un après-Freud, dans un au-delà du phallus et dans une affirmation de la non-existence de la femme. Freud déduit l'être de la femme de son manque phallique et d'une conséquence du pénisneid. La petite fille évolue vers la féminité lorsque, s'étant détournée de sa mère tenue pour responsable de son handicap, elle se tourne vers son père en espérant recevoir de lui l'organe convoité ou son équivalent symbolique sous la forme d'un enfant. En d'autres termes, pour Freud, être femme, c'est attendre le phallus de celui qui l'a. Freud ne définit donc pas la femme en dehors du présupposé de la prévalence du phallus dans l'inconscient. Lacan, dans la signification du phallus, en 1958, ne dit pas autre chose. Il réaffirme la fonction centrale du complexe de castration dans l'inconscient et dans la sexualité. On sait que le complexe de castration inconscient a une fonction de nœud, écrit-il dès le début de sa conférence, dans la structuration dynamique des symptômes. Alors là, le complexe de castration a une fonction de nœud dans la structuration dynamique des symptômes et dans l'installation dans le sujet d'une position inconsciente sans laquelle il ne saurait s'identifier au type idéal de son sexe, ni même répondre, sans de graves aléas, aux besoins de son partenaire dans la relation sexuelle, voire accueillir avec justesse ceux de l'enfant qui s'y procrée. Donc dans ces quelques lignes, Lacan montre que la castration est donc bien aussi pour lui à ce moment-là ce point crucial à partir duquel peut se produire l'identification. Il dit l'assomption par l'homme, au sens de Mensch, d'être humain, au sexe auquel il appartient anatomiquement. C'est le complexe de castration inconscient qui rend possible la sexuation, la sexualité, la procréation. Freud, comme Lacan, souligne alors l'antinomie interne sous-jacente à une telle conclusion. Comment se fait-il que ce soit sous l'effet d'une menace, voire d'une privation, que se révèlent et s'assument les appartenances sexuelles ? À cette question, dit Lacan, personne n'a apporté de réponse satisfaisante. Ni Hélène Dodge, ni Karen Horney, ni Ernest Jones, qui s'en seraient pourtant approchés de très près en forgeant le terme d'aphanisis. Lacan lui-même va donc en proposer une qu'il prétend déjà implicitement contenue dans la pensée freudienne. Il s'agit, je cite Lacan, de promouvoir comme nécessaire à toute articulation du phénomène analytique la notion de signifiant, en tant qu'elle s'oppose à celle du signifié dans l'analyse linguistique moderne. Dès lors, la condition humaine apparaît dans une dimension nouvelle. Je cite, « Ce n'est pas seulement l'homme qui parle, mais dans l'homme et par l'homme, ça parle, sa nature devient tissée par des effets où se retrouve la structure du langage dont il devient la matière, et que par là résonne en lui, au-delà de tout ce qu'a pu concevoir la psychologie des idées, la relation de la parole. » Dans une telle perspective, le phallus n'est pas un fantasme, ni un objet, ni un organe. Il est un signifiant, il est le signifiant privilégié de cette marque où la part du logos se conjoint à l'avènement du désir. Il est intéressant de suivre Lacan pas à pas au cours de cette conférence, car malgré tout, malgré ses revendications réitérées de fidélité à Freud, il s'engage pourtant nettement dans un remaniement des termes freudiens. Et dans sa manière d'aborder la fonction du phallus, il élargit la problématique. Le phallus, signifiant du manque, ne représente pas seulement la différence sexuelle, le manque à avoir dont il manifeste la menace ou la nostalgie. Il est aussi la marque d'un manque à être que la Spaltung, accomplie par le langage, génère chez tout sujet. Et Lacan d'affirmer que les rapports entre les sexes tournent autour d'un être et d'un avoir, le phallus. Freud s'en tenait à l'avoir ou pas. Lacan fait valoir que le manque phallique de la femme peut être contourné et converti en un bénéfice d'être le phallus, c'est-à-dire ce qui manque à l'autre. Dans l'amour ou ce qui en tient lieu,
la femme est appelée à être le signifiant du désir de l'autre. En d'autres termes, à devenir ce qu'elle n'a pas. Lacan semble ici présenter positivement ce qui apparaît pourtant comme en moins chez la femme. Il ne se prononce cependant pas nettement à ce sujet et ne développe pas un propos qui laisse pourtant entendre que la véritable féminité n'est pas celle-là, pas celle dans laquelle la femme croit trouver une compensation au manque dans l'être le phallus. C'est pour être le phallus, écrit-il, que la femme va rejeter une part essentielle de la féminité, nommément tous ses attributs dans la mascarade. C'est pour ce qu'elle n'est pas qu'elle entend être désirée en même temps qu'aimée. On pourrait penser que le projet lacanien de définition de la féminité vient ici de se déclarer. Lacan veut et va désirer, aimer et définir la femme pour ce qu'elle est. Ne pas être dupe de la mascarade, donc, ni même envisager la femme en fonction de sa relation à l'homme. Chercher l'être de la femme en soi, non pas son être pour l'autre. La regarder dans sa solitude essentielle et non plus comme objet cause du désir masculin ou partenaire symptôme d'un homme. Là où Freud déclare forfait, Lacan va se lancer dans une quête inlassable. Dans une petite remarque du séminaire sur le transfert, Lacan se réfère à un livre oublié de Léon Bloy, La femme pauvre, à propos duquel on se demande ce qui a bien pu attirer son attention, mais dont il nous dit qu'il contient de nombreuses notations pouvant intéresser les psychanalystes. L'une des dernières phrases du livre à propos de l'héroïne, donc la femme pauvre, est la suivante. Je cite la phrase complètement parce qu'elle définit tout à fait l'image de la femme telle que Lacan va la saisir pour formuler sa réflexion sur la féminité. Elle a même compris, et cela n'est pas très loin du sublime, que la femme n'existe vraiment qu'à la condition d'être sans pain, sans gîte, sans amis, sans époux et sans enfants. C'est comme cela seulement qu'elle peut forcer à descendre son Seigneur. Cette représentation de la femme dénudée, dépourvue de tous ses objets externes constitutifs, de tous ses attributs phalliques et même de ce qui la nourrit et assure sa subsistance de l'extérieur, c'est celle-là qui semble s'attirer les grâces du Seigneur. Le forcer à descendre, je cite Léon Bloy, et attiser aussi la convoitise analysante du psychanalyste. Lacan, dans son intérêt pour la chose, dévoile une autre passion que Freud, ou bien il met au service de son zèle de chercheur une flamme exploratrice d'une toute autre nature que celle qui animait son prédécesseur. Freud, dans la 32e de ses nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, consacrées à la féminité, renonçait à trouver une explication au mystère de la femme. Et il assignait une autre mission à la psychanalyse. Il appartient à la nature même de la psychanalyse de ne pas vouloir décrire ce qu'est la femme, mais d'examiner comment elle le devient. Et face à l'énigme de la femme, il concluait « Si vous voulez en savoir plus sur la féminité, interrogez vos propres expériences de la vie, ou adressez-vous aux poètes, ou bien attendez que la science puisse vous donner des renseignements plus approfondis et plus cohérents. » Monique Schneider, dans son article sur la féminité, soulignait, je la cite, un clivage textuel dans l'investigation freudienne de la féminité. Les textes théoriques sont dominés par une logique phallique, mais Freud se montre sensible à une autre définition de la féminité dans ses incursions mythologiques ou littéraires. C'est le thème du coffret qu'il met en valeur, celui d'une intériorité du corps, d'un espace creux qui peut accueillir ce qui pénètre. Quoi qu'il en soit, Freud semble tout de même suspendre son investigation, ne serait-ce qu'en passant la main au poète, ce que Lacan fera aussi d'ailleurs, plus ou moins. Dans son séminaire de 1977, par exemple, lorsqu'il avoue qu'il n'arrive plus dans sa technique à ce qu'elle tienne, dit-il. « Je ne suis pas poète assez, dit-il. Cependant, pendant les 20 années qui séparent les premières tentatives de définir plus précisément la femme et ce dernier séminaire, Lacan témoigne d'une volonté constante, inlassable, de dire ce qu'est une femme. Et cette volonté de dire n'a pas simplement à sa source la curiosité d'un esprit scientifique ou le sentiment du devoir du psychanalyste soucieux de compléter sa théorie.
D'une part, il ne fait pas de doute que Lacan a la passion personnelle de chercher en la femme, de connaître ce qu'elle est et de pousser jusqu'au bout cette connaissance. D'autre part, il se trouve que la femme, telle qu'en elle-même Lacan la rêve, ressemble étrangement à ce qu'il en est fondamentalement du sujet lacanien. C'est ce que je vais m'efforcer de montrer maintenant à partir de quelques développements du séminaire D'un autre à l'autre, paru en 1969, et du séminaire encore en 1973, et puis pour finir du texte L'étourdi, paru dans les autres écrits. Quelques notations, parfois brèves, trahissent la recherche passionnée de Lacan aux abords du continent féminin et la nature exacte de son infatigable intérêt. Il y a par exemple, relevé déjà par Colette Solaire, ce petit passage dans le séminaire sur le transfert, où Lacan se plaint à propos de Claudel qu'en général, celui-ci rate la femme. Mais qu'avec le personnage d'Isée dans Partage de midi, Claudel, je le cite, nous a fait une femme, Isée, qui n'est pas si mal. Ça y ressemble fort à ce que c'est la femme, dit-il. Cette réflexion d'apparence légère en dit pourtant beaucoup, peut-être pas exactement sur la femme, mais sur la femme telle que Lacan pense que c'est cela. Donc sur la femme dans le désir, dans l'imaginaire, dans la fantasmagorie lacanienne, et même peut-être, pour aller plus loin, ce qu'est la femme telle que la veut l'amour d'un homme fasciné et brûlant de curiosité. Lui, Lacan, ne veut pas la rater, la femme, dans les deux sens du terme. Pas passer à côté d'une créature aussi singulière et aussi ne pas la laisser partir comme ça, sans l'avoir eue, sans avoir percé le mystère. Il y a peut-être toujours dans l'insatiable curiosité amoureuse d'un homme pour une femme ce lointain désir de la mettre définitivement à mort, hors d'état de nuire, dans cette manière qu'elle a d'éternellement échapper à la définition et de se défier de toute tentative de mise en équation. Lacan ainsi va chercher à mathémiser la femme, la mettre en mathème, à la résoudre comme un problème soluble. Mais il y a parfois peu entre résoudre et dissoudre. Cependant, la femme, c'est aussi une sphinge. Il le dira plus tard. Et l'on verra que Lacan saura aussi en faire l'expérience. Alors je reviens au Partage de midi de Claudel. Isée est épouse et mère, mais elle va aimer 3 hommes qu'elle va trahir tous les 3 l'un après l'autre. Decize, son mari, qu'elle trahit pour Mésa, l'homme de l'absolu, avec qui elle connaît l'amour fou, qui l'emmène vers la mort. Qu'elle abandonne ensuite pour Amalric, dernier amant qu'elle délaissera pour revenir à Mésa et s'anéantir dans l'amour avec lui. Isée a demandé instamment à son mari de la protéger d'elle-même, d'une tentation qu'elle sait présente en elle et dont la préserve la vie conjugale et les exigences de la maternité. Mais lorsque Decize la laisse, une sorte de daimon la saisit. Quelque chose qui lui fait oublier ce qu'elle a et la rappelle à ce qu'elle est fondamentalement, avide de se perdre dans l'amour fou, renonçant à tout sauf à l'amour, existant seule pour son amant, passé, avenir et tout l'univers aboli. Est-ce donc cela une femme pour Lacan? Un être voué à corps perdu à la jouissance mortifère d'un amour débridé, abandonné au lieu amer, au jardin maudit, comme dit Claudel, d'une pulsion de mort qui ramène au néant. Ce n'est certainement pas cela non plus. Et pourtant, ce sont des femmes de ce genre, disait à la femme pauvre de Léon Bloy, qui retiennent l'attention de Lacan dans sa recherche de l'essence de la féminité. Car dans l'amour à mort, ces femmes font le sacrifice des liens raisonnables avec la vie et le sacrifice de tous les objets qui répondaient au manque et les inscrivaient dans l'ordre phallique. Dans cette nudité abyssale qu'elles acceptent de traverser, elles apparaissent réduites à leur plus simple expression et dans le concentré de ce qui les constitue fondamentalement. Tout se passe comme si à ce moment-là, il fallait les capter dans un arrêt sur image où se révèle l'abîme de leur altérité absolue. La femme, dans la néantisation de tout ce qui n'est pas purement elle, est ainsi clouée sur une planche, tel un papillon saisi en plein vol, au moment de sa montée échevelée vers son essence. Un roman de D.H. Lawrence illustre bien cet état particulier de la femme lorsqu'elle n'existe plus qu'en elle-même, alors que tous ses appuis extérieurs d'existence lui ont été retirés. En l'occurrence,
dans le livre de Lawrence par l'amour démesuré d'un homme. L'héroïne de Lawrence, du renard, Nelly, à la fin du roman, est comme statufiée, immobilisée dans une léthargie proche du sommeil, par les soins d'un époux fou d'amour qui la congèle ainsi sous le feu de son adoration. Il a pris soin d'éliminer sa sœur et il emmène Nelly loin de son pays natal, de sa vie passée et de toute attache. Je cite Lawrence, il voulait qu'elle se donnât sans restriction, qu'elle acceptât de sombrer, de s'immerger en lui. Il désirait qu'elle renonçât à tout son effort, à tout ce qui semblait sa raison d'être même. Il désirait la faire se soumettre, se rendre aveuglément, renoncer à toute cette épuisante conscience. Il souhaitait la priver de sa conscience et faire de Nelly uniquement sa femme. N'est-ce pas la même chose qui fascine Lacan? Une femme, uniquement une femme. Saisie dans la quintessence de son absolue condition de femme, dans ce moment d'endormissement au monde, où son regard se détourne de lui, du monde, pour se diriger au loin, au-delà de la mer occidentale pour Nelly, ou bien vers ses beautés célestes, vers ses hauteurs célestes, comme la Sainte Thérèse du Bernin. À moins que les yeux de Sainte Thérèse ne soient fermés sur l'abîme de son intériorité. On connaît l'intérêt de Lacan pour la statue de Sainte Thérèse, sculptée par le Bernin. C'est le propre de la sculpture, encore plus que de la peinture, d'arrêter le mouvement de la vie sur une image. Sainte Thérèse est ainsi saisie par le Bernin dans l'instant d'une extase, en laquelle Lacan voit l'expression d'une jouissance qui n'est pas seulement mystique, mais spécifiquement féminine. Ce qui plaît à Lacan chez Sainte Thérèse, et chez Hadewig d'Anvers aussi, chez les mystiques en général, comme chez Isée, ou bien chez la femme pauvre, c'est qu'elles se donnent à voir dans leur plus simple appareil, celui d'une féminité qui n'entrave aucune enclave dans la fonction phallique. Ainsi peut-il faire l'hypothèse de cette fameuse jouissance supplémentaire, qui serait le propre de la femme et permettrait d'en dire un peu plus sur ce que c'est une femme. Car la femme, Lacan n'accepte de l'envisager qu'en barrant le là. Il réfute l'universel qu'induit l'article défini et fait de ce là un signifiant qui fonde le statut de la femme dans ceci qu'elle n'est pas toute. Pas toute signifie qu'elle n'est pas tout entière dans la fonction phallique, ce qui ne l'empêche pas d'y être aussi. Elle y est pas du tout, dit Lacan. Elle y est à plein, mais il y a quelque chose en plus. Dans cet au-delà du phallus que stigmatise Lacan, la femme s'émancipe dans la différence sexuelle, existe à proprement parler dans l'absolu sans référent préalable. Lacan fera d'ailleurs l'hypothèse à la fin de ce chapitre sur Dieu et la jouissance de la femme que c'est justement cette jouissance féminine qui nous met sur la voie de l'existence. La femme nous donnerait donc la clé d'un mode d'exister affranchi des schémas traditionnels. Et Lacan pense à Kierkegaard qui aurait découvert l'existence à partir de ses expériences de séducteur. Est-ce donc cela que Lacan attend de la femme? Qu'elle lui dise comment elle s'y prend pour s'extraire de la fonction phallique et faire valoir cette face Dieu à laquelle les hommes, d'après lui, semblent avoir tant de mal à accéder. On peut comprendre de cette manière son insistance à définir l'être femme comme si de connaître femme, il pouvait du même coup naître femme. Et toucher du doigt ce mystère féminin si soigneusement dissimulé par ses détentrices. Il est frappant de voir combien Lacan déplore régulièrement que les femmes, et même les psychanalystes, s'expriment si peu sur elles-mêmes. Déjà dans ses propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine en 1958, Lacan souligne le silence féminin à propos de l'obscurité sur l'organe vaginal. Les représentantes du sexe, dit-il, quelque volume que fasse leur voix chez les psychanalystes, ne semblent pas avoir donné leur meilleur pour la levée de ce sceau. 2 ans plus tard, au congrès d'Amsterdam, nombreuses seront les femmes, en particulier Françoise Dolto, qui s'attacheront à définir la féminité. Mais Lacan prétendra qu'il reste sur sa faim et s'exclamera encore, en 1973, que des femmes, même suppliées à genoux à propos de leur jouissance, on n'a jamais rien pu en tirer. Cet entêtement à ne rien vouloir entendre de ce que les femmes disent, à ne pas s'en satisfaire en tout cas, et à se persuader qu'en fait,
elles ne savent pas ce qu'elles disent, que de leur jouissance à elles n'en savent rien, sinon qu'elles l'éprouvent, permettent à Lacan d'affirmer à sa manière une dimension spécifiquement féminine. Il y a dans ce qu'est fondamentalement la femme quelque chose qui échappe à la formulation, à l'expression, à la conceptualisation. Et ce n'est pas la réduire, bien au contraire, que de lui supposer une telle aptitude à se soustraire à la logique signifiante. Entre la leçon du 12 mars 69 dans le séminaire d'un autre à l'autre et dans la lettre d'amour du 13 mars 73, dans le chapitre 7 du séminaire encore, l'évolution est nette. En 1969, Lacan fait apparaître la faille dans la logique freudienne. Il est admis que la femme, on ne sait pas ce que c'est, et on ne la connaît que par le représentant de sa représentation, dit-il. Or, celui-ci est perdu, ou bien récupéré, mais alors il fait l'objet d'une dénégation. Le représentant inadéquat, le phallus, qui est justement ce qu'elle n'a pas. Elle se trouve donc définie dans une solidarité avec ce truc, dit-il, qui n'a aucun rapport avec elle. Lacan annonce donc qu'il va considérer la femme en dehors de toute référence obligée au phallus et remédier à une logique dans laquelle manque le signifiant sexuel. Le chapitre 7 du séminaire encore, une lettre d'amour, commence donc par la proposition d'un tableau qui précise et dépasse les formules de la sexuation. On y retrouve les fameuses formules de la sexuation, mais un peu élargies. Il est acquis que la femme n'est pas toute dans la fonction phallique, ce qu'annonce la formule « pour tout x de phi de x », la femme pas pour tout x de phi de x étant la fonction phallique. La négation porte sur le compteur tout x, tandis que pour l'homme, tout x est fonction de phi de x, en vertu du fait qu'il existe un x qui est soustrait à la fonction phallique. Il existe un x qui fait exception à la castration. C'est ce qu'on appelle la fonction du père. Du côté homme, il place ainsi S barré et le signifiant phallique qui supporte le sujet. Ce S barré n'a jamais affaire du côté femme qu'à l'objet petit a. C'est la thèse lacanienne de l'inexistence du rapport sexuel. L'homme n'atteignant sa partenaire sexuelle que par l'intermédiaire de l'objet qui est la cause de son désir. Du côté femme, Lacan place donc petit a, mais surtout il place le la barré de la femme qui n'existe pas, qui a rapport avec le signifiant phallique phi, mais qui s'incarne de préférence comme signifiant de grand A barré. Car la femme est dans le rapport sexuel radicalement l'autre. La femme est ce qui a rapport à cet autre. Lacan relie d'une flèche dans son schéma le la barré avec le S de grand A barré, et par là voilà ce qu'il veut exprimer. Ce la barré ne peut se dire, rien ne peut se dire de la femme. La femme a rapport à S de grand A barré, et c'est en cela déjà qu'elle se dédouble, qu'elle n'est pas toute, puisque d'autre part, elle peut aussi avoir rapport avec phi, avec le phallus. Lacan finit sa leçon en ne cessant de dire qu'il veut parler d'amour. Donc ce chapitre s'intitule « Une lettre d'amour ». On a cru qu'il allait décrire la femme, qu'il allait dire ce que c'était, mais en fait, après ce schéma-là, il ne parle pas vraiment de cet absolument autre, mais il essaie de parler d'amour. Alors jouant d'ailleurs sur les mots, il joue sur les mots âme et amour, puisqu'il a écrit en titre amour avec un accent circonflexe. Et il me semble qu'il ne formule au cours de ce chapitre rien de très consistant. Mais pourtant, par son embarras et ses béivesées, il nous emmène peut-être bien là où il voulait. Ni chez lui, l'homme, ni chez le psychanalyste, ni chez elle, la femme, il n'y a un savoir sur elle, la femme et sa jouissance. Il n'y a que dans la lettre d'amour que peut-être il peut se dire quelque chose. Car si on l'a dit femme, on l'a dit femme, dit-il en jouant avec les mots. Il faut donc la dire autrement, en l'aimant par exemple, et il me semble que c'est ce que fait Lacan dans la manière qu'il a de tolérer que la femme ne dise rien, et de considérer aussi que quand elle dit quelque chose, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dans son séminaire RSI des années 74-75,
Lacan conjoindra amour et croyance. Et il énoncera par exemple cela. Quand il aime, un homme croit à une femme. Une femme, dans la vie d'un homme, c'est quelque chose à quoi il croit. Comme à une espèce particulière dont il importe de respecter les attributs singuliers. Parmi eux, le mutisme. Alors voilà un des attributs singuliers que Lacan tolère chez la femme, qu'il ne cesse de souligner, qu'il ne cesse de feindre de lui reprocher, et qui est en fait ce qui va apparaître de plus en plus dans son enseignement comme caractérisant la caractéristique maximale de la féminité, le mutisme. Et l'on peut être rappelé ici, on ne peut qu'être rappelé ici à un thème abordé par Freud dans un texte intitulé « Le motif du choix des coffrets », qui est paru en 1913 et dans lequel Freud rapporte un élément commun à différents mythes et contes. Cet élément commun, c'est celui du choix à faire pour un homme entre 3 femmes. Freud a retenu 5 œuvres dans ce texte. Le marchand de Venise, où Bassanio doit choisir entre 3 coffrets, le bon étant celui qui renferme le portrait de la future épousée. La légende de Paris, qui a le choix entre 3 déesses. Le conte Cendrillon, qui est la dernière de 3 sœurs. Psyché dans le conte d'Apulée. Et le roi Lear, enfin, qui veut partager son royaume entre ses 3 filles. Il est frappant de constater, comme le montre Freud, que c'est à chaque fois la 3e personne qui est préférée et que, outre la beauté, cette 3e possède une autre particularité. C'est celle qui parle peu, voire qui ne dit rien, qui parle pas du tout. Aphrodite se distingue par son mutisme. Cordélia, la 3e fille de Lyre, est discrète et muette. Cendrillon se cache, etc. Les femmes choisies sont donc celles qui se taisent. On peut imaginer à quelle dérive peut mener une telle conclusion. Freud, lui, interprète le mutisme comme une figuration de la mort. Mais ne peut-on émettre l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une secrète intuition masculine qui préside au choix d'une femme silencieuse? N'y a-t-il pas dans la rétention de jaculation, pour reprendre un terme cher à Lacan, quelque chose d'une essence du féminin qui se divulgue? Dans la correspondance entre Rilke et Lou Andreas Salomé, on trouve souvent sous la plume de Rilke cette intuition d'une abstention d'expression pour signifier le trop précieux. Cette phrase, par exemple. Lorsqu'un être doit en remercier un autre pour quelque chose de très précieux, cela doit rester entre eux un secret. Ça, c'est la traduction. En fait, en allemand, Rilke dit « cela doit rester inexprimé ». Aussi bien le remerciement que la reconnaissance, que ce qui a été fait de l'un pour l'autre. Il y a une espèce de silence qui seul est en mesure de préserver la dimension sacrée ou précieuse de ce qui existe entre l'homme, les deux amants. Le secret qui vient de secretus, séparé, secernatus, écarté. Le non-dit met à l'abri du tout venant, du trop vite dit ou du mal dit, ou bien du mi-dit, comme dirait Lacan. Qu'il soit dans l'essence de la femme de s'en tenir sur le sujet de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut à cette parole retenue, la place définitivement du côté de l'autre absolu et du côté aussi de la vérité. C'est ce que suggère Lacan à la fin du chapitre suivant de Encore, le savoir et la vérité. Il précise d'abord cette idée, chère à la psychanalyse, et que tant de philosophes réfuteront activement, qu'il y a du savoir qui ne se sait pas. Il est des savoirs qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Lorsque Lacan insiste autant sur la jouissance des mystiques, et des femmes en général, en supposant qu'elles n'en savent rien, sinon qu'elles l'éprouvent, il fait de la femme le modèle par excellence du sujet analytique, détenteur d'un savoir inconscient qui le décomplète constamment et l'ouvre sans cesse à une autre perspective, un autre côté, un au-delà. La femme, comme le sujet lacanien, a rapport avec le signifiant du manque dans l'autre, et en cela, elle est comparable à la vérité. La vérité, on ne peut que la mi-dire, mais il s'ouvre toujours une brèche dans l'impossible à discerner,
une sorte d'aletheia où apparaît l'éclair indiciblement, et même si le voile se reforme après. Lacan lance ainsi à ses auditeurs, à la fin de sa leçon du 10 avril 1973, l'énigme suivante. Il n'y a qu'une manière de pouvoir écrire la femme sans avoir à barrer le la, c'est au niveau où la femme, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'on ne peut qu'en mi-dire. En mi-dire, c'est ce que fait Lacan chaque fois qu'il en parle. Mais il le fait très bien. Il le fait conformément à un objectif annoncé dans les phrases sobres et lucides qu'il insère parfois au milieu du délire verbal de son texte L'étourdi. Je le cite. « Car à quoi l'homme savourait-il servir de mieux pour la femme dont il veut jouir qu'à lui rendre cette jouissance sienne qu'il ne la fait pas toute à lui, d'en elle la ressusciter. Ressusciter le pas toute, c'est-à-dire faire se révéler cette altérité sans signifiant que Lacan marque malgré tout, en désespoir de cause, du S de grand tabaret, mais qui s'est ouverte vers des horizons insoupçonnables. » Et j'extrairai encore quelques lignes de L'étourdi, car mieux que tout autre, dans leur étrangeté débridée, elles expriment la démesure de l'entreprise lacanienne de dire la femme. Et peut-être, elles disent en poète étourdi ce que l'analyste n'a jamais pu que mi-dire. Tu m'as satisfaite, petit homme, tu as compris, c'est ce qu'il fallait. Va, d'étourdi, il n'y en a pas de trop, pour qu'il te revienne l'après-midi. Grâce à la main qui te répondra à ce qu'Antigone tu l'appelles, la même qui peut te déchirer de ce que j'en sfinge mon pas toute, tu sauras même vers le soir te faire l'égal de Tirésias, et comme lui, d'avoir fait l'autre, deviner ce que je t'ai dit. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon élégante dont il dégage que chez Lacan, Martine ce qui Estrade. est fécond, c'est son embarras et ses billevesées, selon tes termes, j'ai bien aimé. Parce que effectivement, il y a une tentation vis-à-vis de la femme, et la clinique n'y échappe pas, que ce soit en médecine, en psychiatrie, en psychanalyse, de la taxer de masochisme dès qu'on ne la comprend pas. De toujours faire comme si ces symptômes aussi n'avaient pas réellement de sens ou étaient l'effet d'un esprit des tourneaux, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, la fécondité de Lacan, c'est de prendre cette chose-là comme un élément de réalité et de lui donner droit à l'existence, voire même droit à inspirer l'homme et à ce qu'il croit en elle. Je reprends pas l'idée, je suis dans le même mouvement d'admiration, alors surtout pour le second temps, et surtout de souligner le fait que ce ne soit pas un échec ni pour l'analyste, ni pour la femme. Monique Schneider. Qu'on rencontre une limite. Pas tout. Enfin. Alors, simplement, dans votre marche d'approche, peut-être pour mettre en valeur ce que peut dire ou ne pas dire Lacan, puisque l'essentiel, c'est pas uniquement de dire, vous rabotez un peu tout de même ce que Freud peut en dire. Alors, comme... c'est curieux parce que j'avais écrit le livre Généalogie du masculin, puis après le paradigme féminin. J'ai pensé que pour le masculin, je me suis beaucoup plus appuyée sur ce que Lacan dit pas, enfin, je dis rapidement pas au sujet du père, mais dans l'angoisse, par exemple, quand il parle de la détumescence, Freud n'en a jamais parlé. Donc il y a quelque chose, je voyais vraiment Lacan comme disant un peu... travaillant un peu avec une dimension du masculin plus que n'avait fait Freud. Donc, j'ai pas de priori de ce point de vue-là. Mais concernant l'approche du féminin, mon sentiment, mon expérience, c'était que je restais plus freudienne. Ah, non pas que Freud est totalisé. Alors, chez les deux, il y a la même démarche. Il ne s'agit surtout pas de donner en une formule ce qui est... quelle serait l'essence de... Pas du tout. Et d'une certaine manière, l'échec relatif d'une certaine marche d'approche est une façon de rencontrer. Je ne dis pas de saisir, mais en tout cas de rencontrer. Simplement, ce qu'il y a d'un peu curieux, c'est que quand vous avez cité l'organisation génitale infantile, vous n'avez cité
que le passage qui défend l'idée de la primauté phallique pour l'homme comme pour la femme. Alors la démarche freudienne, pour moi, est incroyablement plurielle. Je crois que on le trouve. Alors, je saute un peu dans ce que Freud dit à la fin des études sur l'hystérie, où il insiste beaucoup sur la nécessité des métaphores, disant qu'on ne pourra le dire, quelque chose qui se passe dans le fait même d'admettre des signifiants qu'on n'avait pas admis. C'est là qu'à mon avis, il prend la métaphore du féminin, la spalte, la vulve qui s'ouvre, qui du trou, pour montrer comment le chameau va entrer dans le trou d'aiguille. C'est-à-dire qu'il va, il va se servir, on peut dire d'une métaphore féminine. J'ai dit paradigme, pensant à Jacobson, à d'autres, c'est un peu la même chose. Donc Freud, en un sens, parlera énormément du féminin pour dire ce que c'est que le travail analytique. Alors, pour revenir justement au texte sur la théorie de la sexualité génitale, ce qui m'étonne, c'est le caractère pluriel des différentes phrases. Et c'est la phrase suivante qui est très souvent la négation de l'autre. Et la phrase suivante ne peut être dite qu'à la condition d'être complètement oubliée à la conclusion, ou que Freud lui ferme la porte au nez. Donc il y a une stylistique tronçonnée, comme du Patout aussi, mais mis en acte dans l'écriture. Alors il y a un moment où il dit bien qu'il y a que dans l'organisation anale, même génitale, on commence par primat du phallus, c'est-à-dire il y a différence qu'entre châtré et non châtré, c'est tout. Mais il dit bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas de féminin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de féminin tant qu'il n'y a que la référence au phallique qui dit ce qu'est la femme. À un certain niveau, la femme se caractérise effectivement par le négatif. Mais il dit bien que ce n'est qu'à la puberté que tout change à partir du moment où le psychisme, au fond, qui s'avance vers la femme, connaît la femme comme Herberge, c'est-à-dire logis, espace. Parce que ça, c'est extraordinaire, parce qu'il ne la définit jamais. Enfin, jamais. Là où il parle d'elle, c'est pas une définition, de la manière la plus féconde, il ne la représente pas du tout comme une forme, ou une forme à qui il manquerait quelque chose. Il la représente comme un fond d'espace. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet espace ? Ben, il y a soit nous-mêmes au début, ce qui est terrifiant, parce que c'est pas la femme qui se découpe comme une figure. Elle est comme le fond, l'espace sur lequel l'homme va s'engager, et la femme est comme l'habitacle, ce dans quoi l'homme s'engage, ou ce dans quoi le fœtus avant de naître apparaît. Enfin, donc on est là-dedans, et on peut se demander, c'est ce que Freud découvre dans l'interprétation des femmes, la femme ne vit pas cette expérience comme récupération du phallus qu'elle n'a pas. Tout à coup, elle est habitée, possédée par quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Donc il y a la place, quelque chose qui est conféré à la femme, Shrek, l'effroi. Et c'est pourquoi il parle beaucoup de l'infanticide féminin. Il dit de l'infanticide, crime spécifiquement féminin. Donc il y a toute une démarche de Freud que je trouve très précieuse. Et alors, il dit bien à la fin de ce texte, c'est seulement quand elle est vue comme Herberge, ce qui est l'héritage la traduction française, c'est du sein maternel, der Mutterleib, le Leib, le corps de mère. Donc ce qui souffre, c'est le corps tout entier. On n'arrive jamais à trouver de partie qui serait féminine. Et là, point, l'article s'arrête. Là où on enfin fait une place pour le féminin, mais la situation s'est inversée. On n'a pas fait une place pour le féminin. C'est la place où on cherche à être, c'est ça le féminin. Donc pour moi, il y a un caractère extrêmement précieux de la marche d'approche de Freud. Simplement, il peut y avoir ce côté étonnant, c'est quand il dit quelque chose du féminin, que du féminin dans le travail analytique, qu'il pourrait s'en servir, justement pour définir le féminin comme, je dirais, lieu de l'autre. Mais en même temps, être lieu de l'autre, c'est très, très impressionnant, où on est là-dedans. Et même où est l'autre, il y a en même temps l'angoisse pour l'autre.
Alors, simplement, ce qui me suspendrait, donc je reconnaîtrais qu'il y a une apparente insuffisance du travail. Enfin, c'est pas insuffisance, il ne peut pas en dire plus. On ne peut trouver le féminin que quand il parle de la psyché. Comme ce qui a été par ailleurs Julia Sissa dit, l'âme est un corps de femme. Il y a tout un livre. Donc, il y a quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant comme mise en travail. Alors, dans ce que vous avez dit, donc il n'y a pas, on ne peut pas dire forcément Lacan ose s'affronter à ce que Freud a un peu laissé de côté, parce Freud a énormément dit, mais il n'a pas pu utiliser ou reprendre ce qu'il a dit. Il l'a dit dans un certain lieu, il ne l'a pas dit ailleurs. Donc l'importance du ne pas dire, même pour suggérer et laisser fonctionner, laisser être, laisser bouger. Alors, il y a un moment qui, dans l'ensemble, pour Lacan, tout ce que vous avez dit m'intéresse, et même je me rends compte qu'il y a quelque chose que je n'ai pas lu ou pas vu, ou lu et pas vu, c'est sur le lien entre amour et croyance, sur croire à une femme. Ça, c'est fantastique. Et ça vaut aussi pour l'analyse. L'importance de la croyance est décisive. Simplement, ce qui me surprend, c'est quand, dans les psychoses, Lacan dit d'abord, il n'y a pas de symbolisation du sexe de la femme, parce qu'il n'y a qu'une absence, un trou. Et alors, là, c'est très différent de Freud, parce que pour moi, je vois une grande... Non, c'est pas différent, parce que Freud dit tout ça. Freud dit bien que dans la perception du garçon, du petit garçon, chaque fois, il précise à qui pense, qui éprouve comme ça. Il dit bien, il n'y a qu'une absence. Donc, ce qui est repris par Lacan, dit aussi par Freud. Mais simplement le fait de déboucher sur quelque chose d'autre, il suffit d'attendre quelques lignes dans le texte de Lacan pour dire du moins. Donc, il se reprend, la symbolisation n'est pas la même, ce qui est extraordinaire. Il n'y a pas de symbolisation du sexe de la femme. Quelques lignes plus loin, la symbolisation n'est pas la même, c'est qu'il y a bien symbolisation. Et là, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est pas du tout la même symbolisation. Elle est plus gestuelle, s'ouvrir, ne pas s'ouvrir. Il y a quelque chose qui est en devenir. C'est jamais une gestalt devant soi. Donc, pour dire que dans les deux routes, il y a à la fois une similitude. En un sens, ça travaille beaucoup avec ce qui avait été annoncé dans le ne pas pouvoir dire, mais qui est un devenir psychique qui actualise ce mouvement de ne pas pouvoir dire. Et dans le rapport à la femme, peut-être se retrouver dedans, qu'est-ce que nous a fait d'être dedans. Donc, vous voyez, je ne comparerai pas l'apport de Freud et de Lacan, tellement Freud me paraît enveloppant, mais réticent, en même temps il s'arrête. C'était Éloge du savoir, le colloque de Bruxelles, sur le thème Freud, Jung, Lacan, où en est la psychanalyse aujourd'hui, relectures et avancées. Avec, ce matin, Valérie Chevassus, mixage Olivier Dupré, réalisation Isabelle Huel, présentation Christine Goémé.